Par commodité, cette vidéo est coupée en 7 parties. Voici la 7e et dernière partie. Bonne écoute à vous. Comment faire le lien entre le moi et la société? Comment penser l'évolution des hommes si le moi est toujours le même? On peut se référer à Pascal, philosophe, mathématicien, physicien, inventeur français, né en 1623 et mort en 1662, qui a évoqué cela dans ses pensées. Je vous lis un extrait. Pensée numéro 455, édition Brunswick. Le moi est haïssable. Vous, mython, le couvrez. Vous ne l'ôtez pas pour cela. Vous êtes donc toujours haïssable. Point, car en agissant, comme nous faisons, obligeamment pour tout le monde, on n'a plus sujet de nous haïr. Cela est vrai, si on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient. Mais si je le hais parce qu'il est injuste, qu'il se fasse centre de tout, je le haïrai toujours. En un mot, le moi a deux qualités. Il est injuste en soi, en ce qu'il se fait centre du tout. Il est incommode aux autres, en ce qu'il veut asservir. Car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous en notez l'incommodité, mais non pas l'injustice. Et ainsi, vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes, qui n'y trouvent plus leur ennemi. Et ainsi, vous demeurez injuste et ne pouvez plaire qu'aux injustes. Selon l'auteur, le moi serait haïssable. Il vivrait en étant injuste et en se mettant au centre de tout. Par définition, le moi ne pourrait pas s'accommoder aux autres. Pascal s'adresse à Miton. Damien Miton, 1618-1690, était écrivain français et a théorisé l'honnête homme. Pour Pascal, même l'honnête homme serait injuste, surtout en se montrant correct avec autrui, la politesse ne servant que pour plaire ou charmer, pour placer l'individu en position de supériorité morale en apparence. Ainsi, le moi voudrait diriger les autres moi. On rendrait cette situation acceptable. On ne pourrait plaire qu'aux injustes, à ceux qui ne donnent crédit qu'aux gens aimables. Attention, Pascal ne dit pas qu'il faut mal se comporter avec autrui. Il faut comprendre que le moi n'a qu'une consistance morale. C'est une disposition éthique. Contrairement à la pensée de Descartes, Pascal ne fait pas du moi une chose ou une substance. Avec ces éléments, il paraît compliqué pour le moi d'avoir une place dans la société, à moins que le moi soit en conflit avec lui-même. Deuxième sous-partie, les conflits intérieurs. L'individu a une prétention à un contrôle absolu sur lui-même. C'est, paradoxalement, la cause d'un conflit. Le moi va abandonner ses pulsions immédiates. Il s'oppose à lui-même. Je ne fais pas ce que je veux à qui je veux, par exemple. On peut se référer à Friedrich von Schiller, poète et théoricien allemand, né en 1759 et mort en 1805, auteur de Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Je vous lis un extrait. Or, il y a deux façons pour l'homme d'être en opposition avec lui-même. Il peut être à la manière d'un sauvage si ses sentiments imposent leur hégémonie à ses principes, à la manière d'un barbare si ses principes ruinent ses sentiments. Le sauvage méprise l'art et honore la nature comme sa souveraine absolue. Le barbare tourne en dérision et déshonore la nature, mais plus méprisable que le sauvage, il continue assez souvent à être l'esclave de son esclave. L'homme cultivé fait de la nature son ami et il respecte sa liberté en se contentant de réfréner son arbitraire. Il y aurait deux manières pour l'homme d'être en conflit avec son intériorité pour Schiller. On peut être en conflit comme un sauvage ou comme un barbare. Être en conflit avec son intériorité comme un sauvage, c'est accorder plus d'importance à ses sentiments qu'à ses principes. Les sentiments sont mis en avant parce que pensés comme issus de la nature. Dans les milieux artistiques, il y avait une symbolique des principes, notamment religieux, pour pouvoir se distancier de la nature. Être en conflit avec son intériorité comme un barbare est quelque chose de méprisable pour Schiller. La nature et l'intériorité se régnaient pour se soumettre uniquement aux principes d'autres hommes. Ainsi, il faudrait trouver un juste milieu acceptable pour le moi et pour la société. Ce juste milieu serait l'homme cultivé, qui ne se laisse pas submerger par ses sentiments ou ses pulsions. Ainsi, il se préserverait. Dans ce texte, le sens du mot barbare a été déplacé. Auparavant, le barbare désignait l'étranger qui ne parlait pas la langue grecque. Ici, le barbare désigne celui qui cherche l'oppression. Celui qui veut nier un langage naturel pour instaurer un pouvoir humain à tout autre homme, un pouvoir arbitraire. C'est le sens que nous conservons aujourd'hui pour le terme barbare. Ceux qui imposent une pensée par la violence, récemment avec les talibans en Afghanistan par exemple. Ainsi, pour Schiller, il s'agirait de concilier une certaine ivresse créatrice
avec un manque d'expression des personnalités. Il y a comme un enthousiasme révolutionnaire, qui a été une somme d'expressions. En réalité, c'était un réel enthousiasme, une dépersonnalisation, le fait de s'inspirer du divin. L'individu s'oublie et se laisse guider par certains principes. L'individu ne s'exprime plus seul et peut devenir étranger à lui-même. Paradoxalement, l'homme veut s'exprimer, mais plus seulement en tant qu'homme. Il y a une impulsion qui expose le laisser-aller des individus. Pour pouvoir vivre en société, il faut réfréner cela. Il faut porter une certaine attention au privé. C'est ce que l'on nomme une émotion raffinée, quelque chose de délicat et de subtil. Ainsi, il y a l'opposition d'une individualité brusque et d'une société plus délicate, ce qui est lié à la volonté de créer, à cette époque, des œuvres qui appuient la fragilité de la nature. C'est l'opposition d'une bestialité et d'une dignité fournie par la société. Schiller est également auteur de Grâce et dignité. Je vous lis un extrait. C'est donc dans une belle âme que la sensibilité et la raison, le devoir et l'inclination s'allient harmonieusement, et la grâce est son expression dans le phénomène. La nature ne peut à la fois posséder la liberté et préserver sa forme qu'au service d'une belle âme, puisqu'elle perd la première sous la domination d'une âme sévère, la seconde dans l'anarchie de sa sensibilité. Une belle âme répond même sur une formation où une beauté architectonique fait défaut, une grâce irrésistible, et on la voit souvent triompher elle-même des tares de la nature. Tous les mouvements dont elle est à l'origine seront légers, doux et pourtant vifs. L'homme a certes pour tâche d'instituer un intime accord entre ces deux natures, d'être constamment un tout harmonieux et d'agir à l'unisson de toute son humanité. Mais cette beauté du caractère, le fruit le plus mûr de son humanité, n'est qu'une idée à laquelle il peut s'efforcer de se conformer avec une vigilance continuelle, mais qu'il ne peut, malgré tous ses efforts, atteindre tout à fait. L'auteur évoque la belle âme, celle qui lie sensibilité et raison, c'est-à-dire les inclinaisons ou pulsions, et les devoirs. On rejoint une conception grecque de la vertu. Faire ce qui doit être fait quand cela doit être fait. Quand la belle âme agit ou s'exprime, elle userait de la grâce, d'une bonne disposition, de quelque chose d'agréable. L'auteur évoque l'ubiquité de la nature qui se veut à la fois libre et se préserver. La liberté de la nature est mise en danger par l'âme raisonnable qui l'en priverait. La préservation de la nature est en danger par l'anarchie de la sensibilité, c'est-à-dire par le déraisonnable. La belle âme, c'est l'homme cultivé, qui sait lutter contre ses inclinaisons. Ce que fait la belle âme, c'est gracieux, léger, doux et vif, c'est-à-dire le signe du vivant, d'une personne. L'homme doit être un tout harmonieux et agir avec humanité. Pour l'auteur, cela reste un idéal vers lequel l'homme doit aller. Cela doit avoir toute notre attention. Être un homme cultivé, on ne le devient pas qu'en le décidant. Le moi est aidé, il est éduqué. C'est le concept allemand de Bildung, qui peut se traduire par formation. Gadamer, philosophe allemand né en 1900, mort en 2002, cite Humboldt dans Vérité et méthode, les grandes lignes d'une herméneutique philosophique. Wilhelm von Humboldt, 1767-1835, était philosophe, linguiste, haut fonctionnaire et fondateur de l'Université de Berlin. Je vous lis l'extrait. Quand nous prononçons dans notre langue le mot de formation, nous entendons par là quelque chose de plus élevé et de plus intérieur, c'est-à-dire le mode de pensée qui, à partir de la connaissance du sentiment de la quête morale et spirituelle en son ensemble, se répand harmonieusement sur la sensibilité et le caractère. Le mot de formation, donc Bildung, est un mode de pensée. C'est la connaissance de notre intériorité ou du moi, avec une recherche d'une vie morale et spirituelle. Le moi se rapproche du concept de conscience. Auparavant, on utilisait le terme âme, spirit en anglais, psyché en grec. Cette formation se répand en humanité dans la sensibilité et le caractère. On retrouve le sentiment moral et l'individualité. La métamorphose du moi est également liée à l'évolution politique et technique qui a eu lieu pendant le long XIXe siècle, de 1789 à 1914. Terme d'Eric Hobsbawm, historien britannique. Ce long XIXe siècle est une période avec de nombreux conflits. Le moi se cherche en même temps que les nations se cherchent. Il y a eu des révolutions, l'avènement du capitalisme, de nouvelles guerres, etc. Il y a une tension interne aux individus qui reflète la tension spirituelle, politique, économique et scientifique des États. Comment figurer ces déchirements internes ? Au XIXe et au XXe siècle, les débuts de la psychanalyse apparaissent comme un début de réponse.
Troisième sous-partie, psychanalyse. La psychologie se développe depuis le XVIIIe siècle. Il y a de nombreux questionnements sur l'individualité, sur le moi, et sur ce que cela implique. On pensait que l'homme avait un contrôle absolu sur lui-même, mais ce n'est pas vrai. L'homme ne se comprend pas. On ne parvient pas à figurer son état interne, c'est-à-dire à se le représenter. Quelle connaissance de nous-mêmes pouvons-nous atteindre ? C'est pour répondre à cela que la psychanalyse est née. C'est une discipline fondée par Sigmund Freud, neurologue allemand, né en 1856, mort en 1939. Ainsi, il y aurait dans l'homme la conscience et un lieu psychique que l'individu seul ne peut pas connaître et interpréter. Ce lieu serait responsable d'actes et de désirs, c'est-à-dire de pulsions. C'est ce que l'on appelle l'inconscient. C'est une théorie travaillée par Freud tout au long de sa carrière. Il a figuré ce phénomène dans des topiques. Je vous présente le topique de 1920, qui figure 2 lieux inconscients et un lieu conscient. Le lieu conscient, le moi, c'est le médiateur des intérêts conflictuels du surmoi et du ça. Le surmoi et le ça, ce sont les lieux inconscients. Le surmoi représente les interdits sociaux, par exemple les lois qui nous interdisent de faire du mal à autrui. Le ça représente nos pulsions, nos désirs, notre libido. Ces lieux inconscients sont séparés du moi conscient par la censure. La censure est un point qui empêche l'inconscient de devenir conscient. Il est objet de refoulement, c'est-à-dire de négation faite à son moi. Par exemple, je vais vouloir frapper quelqu'un, je ne vais pas le faire parce qu'il y a un interdit social. Évidemment, c'est inconscient, donc je ne vais même pas avoir conscience que j'avais envie de frapper quelqu'un. Cette censure est fragilisée par le sommeil. On le voit dans les rêves, mais on le voit aussi dans les maladies psychiques, ou encore dans l'expression orale des individus. Les mots sont des outils de la psychologie. Ils reflètent l'état des individus et peuvent contourner la censure. C'est l'un des objectifs de la psychanalyse. Dans toute cette période historique de référence, allant du romantisme au XXe siècle, l'homme se remet en question. Si tout individu se questionne, se remet en cause, il est logique par la suite de se questionner également sur l'humanité. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.